Parce qu'effectivement, ces représentations-là, ces gens-là peuvent jaser maintenant avec des tables qui existent, les tables GIR. Et j'aimerais ça qu'on en parle parce que vous connaissez ça très bien, là. Oui, bien ça, c'est une de mes activités de recherche. Exactement, la participation du public. Bon, d'abord, dans une autre vie, là, j'ai été commissaire au Bureau d'audience publique sur l'environnement, notamment pour la grande stratégie de protection des forêts. Et là, c'est vieux, ça aussi, là, 1991. Mais une des conclusions de la commission sur la protection des forêts, c'était de dire, écoutez, là, les mécanismes de participation du public, essentiellement, c'est des mécanismes d'information. Là, il faut que ça soit plus que ça. Et c'est ce qu'on a obtenu. Dès 1994, le processus est devenu un processus d'information et de consultation. Essentiellement, ça reposait sur l'hypothèse, on va expliquer ce qu'on fait, ils vont comprendre. C'est qui ça? C'est le public. Alors, les gens qui s'intéressent à ça, on va leur expliquer. Ils vont comprendre, puis là, ils vont bien voir que c'est parfaitement logique, puis ils vont nous encourager à poursuivre notre œuvre. La participation n'était pas là. Pas vraiment là, en ce sens que c'était un geste de communication unidirectionnel. Je vous explique, je vous parle. Si mon discours est adéquat, vous allez comprendre et vous allez bénir mon action. Bon, évidemment, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et on l'a bien vu avec le mélodrame de l'Aurore boréale. Un film qui a bien montré là, qu'il ne s'agissait pas de s'expliquer. Il s'agissait, oui, de s'expliquer, mais que ce n'était pas suffisant. Qu'il fallait se mettre à l'écoute des représentations, des attentes, et puis d'intégrer ça. C'est rare de voir qu'un film est une pièce tournante dans une industrie. Effectivement, ça va être... moi, je suis persuadé que dans 50 ans, les historiens de la chose forestière ou de la politique forestière vont dire, là, il y a eu un point tournant. C'est un point tournant et probablement qu'avec le temps, là, ça va se confirmer. Là, il y en a encore beaucoup d'émotions quand on parle de ça. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec cette chose-là, c'est que ça a permis la mise en place de la commission Coulombe, qui a réfléchi, son mandat, c'était... On parle de quelle année? 2003. 2003, OK. Son mandat, c'était de réfléchir à... C'était une commission scientifique et technique sur la gestion de la forêt québécoise. Okay. Donc, c'était pas une commission d'enquête. Il ne s'agissait pas de trouver des coupables, mais de modifier nos pratiques. Et une des conclusions de l'enquête, c'était de dire, écoutez, c'est pas assez de semer la bonne parole à travers un mécanisme d'information et de consultation. Il faut véritablement qu'il y ait une structure pour permettre aux différents publics de nourrir un processus de planification qui, oui, va bien gérer le tas de bois, mais va aussi prendre en compte les attentes, les sensibilités, les perception, représentation de la forêt. Et ça a donné lieu à la mise en place. Pour chacune, la loi disait, pour chacune des unités d'aménagement, on va mettre en place une table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Ce qu'on a appelé les tables GIR. Ça date de quelle année, ça? C'est arrivé le rapport a été déposé en 2004 et puis c'est arrivé en 2006, 2007, 2008, là. Okay. Donc, ça date à peu près 10 ans, là, ces tables. On a une dizaine d'années de vécu. Et en fait, il y en a 37 tables qui sont apparues un peu partout au Québec. Et dans la région de la Capitale-Nationale, on en a eu 3, dont une qui est celle de Portneuf. Et là, vous disiez tantôt que vous êtes en train d'étudier ça, là. Oui, exact. J'ai un projet de recherche qui s'achève, qui se termine, parce que, c'est l'heure des bilans. Oui, hein? On a déjà 10 ans.
Et j'ai particulièrement étudié les 3 tables de la capitale nationale. J'ai un collègue qui s'occupe de ce qui se passe en Outaouais. Un autre collègue qui est plus versé vers ce qui se passe dans l'Est du Québec. Et là, justement, on a des publications. Là. On est rendu à l'étape où il faut assembler l'information. Et bien sûr, ce dont on se rend compte, c'est que les acteurs ont pas, les participants à ça n'ont pas vraiment l'impression que le temps, l'information, le input, si vous me permettez l'expression, a été vraiment pris en compte. Okay. C'est pas complètement une perte de temps, là, c'est vraiment pas ça que je dis, mais les objectifs ne sont pas atteints à 100%. Hein? Selon l'opinion, les perceptions des gens qui ont participé à ça. Parce que notre dispositif de recherche était très simple. On allait voir les membres de ces tables GIR, des membres actuels, des membres qui ont participé. On leur donnait exactement ce que vous faites là avec un micro. On leur donnait le temps qu'ils voulaient. Évidemment, les entrevues sont allées de 20 minutes à 2h30. C'était semi-structuré. On avait quand même une liste de questions, mais l'idée, c'était, là, vous avez vécu quelque chose. Qu'en pensez-vous? Okay. Est-ce que ça... Et puis, la grande question, est-ce que ça a fait une différence? Et évidemment, la réponse, c'est oui. OK, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça fonctionne à votre satisfaction, tout en se montrant conscient que ça ne peut pas être une satisfaction à 100%. C'est un processus adaptatif. La participation du public, c'est la même chose que la gestion forestière. Il n'y a pas de réponse finale, définitive. C'est toujours en s'ajustant. Et... écoutez, la structure n'est pas remise en question, mais il faut qu'elle soit mieux utilisée. Puis il faut que les changements... c'est pas un lieu où des forestiers vont expliquer leurs pratiques. C'est important que ça soit fait, mais il faut que le forestier aménagiste qui conçoit les plans s'inspire de ça, là, modifie ses plans. Il faut que l'input soit plus manifeste. Et ça, j'aime beaucoup cette autre conclusion. Les participants nous ont dit, écoutez, on aimerait ça qu'on nous montre ce qu'on fait avec notre information, pas seulement dans les plans, mais dans les pratiques et dans le suivi. 10 ans plus tard, on a suggéré des choses. Est-ce qu'on le fait? Oui. Est-ce que ça a fait une différence? Certains affirment que la forêt va disparaître si nous continuons à la couper comme nous le faisons maintenant. Dans le cadre de ces travaux, l'Institut économique de Montréal est allé voir sur le terrain la situation réelle de la forêt pour mesurer l'impact des coupes sur la biodiversité. Je pense qu'ils sont mal informés, ces gens-là, qui disent qu'on ne respecte pas la forêt. Peut-être qu'ils disent qu'on ne respecte pas la forêt parce qu'on coupe la forêt, mais la forêt est là, elle peut être coupée sans problème si après ça, c'est remis en production. Il peut y avoir de la coupe mosaïque, il peut y avoir de la coupe par bande, il peut faire du bois court, du bois long, ça va changer dépendamment des machines. Les opérateurs maintenant sont devenus très habiles avec les machines qu'on a, donc ce qu'on va faire, c'est que l'opérateur va être capable de venir chercher cette grosse tige-là en protégeant les petites qui sont autour. Les nouvelles technologies ont fait en sorte qu'on est maintenant capable de regarder chacun des peuplements un par un, puis être capable de voir sa structure du haut des airs. Une fois que la forêt a été récoltée, on attend quelques années pour voir si elle se régénère. Dépendamment s'il y a eu un feu puis qu'on a récolté après un feu, bien, il se peut que le pin gris ou l'épinette ait régénéré. Puis quand la régénération n'est pas établie, bon, on fait une préparation de terrain puis on reboise avec les essences qui étaient là auparavant. La régénération naturelle fait le travail là, dans la majeure partie des cas. Si les gens, il faut qu'ils soient conscients de ça aussi. Là, la forêt, elle reprend ses droits par elle-même. C'est une ressource renouvelable. Fait qu'un jour ou l'autre, là,
Tu vas couper des arbres en forêt, là, puis c'est inévitablement, la nature va reprendre sa place. C'est un peu pareil comme un jardin. Quand tes tomates sont mûres, ils sont mûrs. Si tu les laisses là, ils vont pourrir. La forêt, c'est un peu comme ça. Il faut que tu la récoltes, puis après ça, bien, il faut après qu'elle récolter, la jardiner tout de suite, puis adéquatement pour une autre génération. Là. Mais à l'automne, quand j'ai tout enlevé les fleurs, je le retoculte encore pour le préparer l'année d'après, il est là de mon jardin. Alors, l'importance des tables gires, on l'a montré. Il y a quand même des choses à... On va le voir par rapport à votre rapport qui s'en vient bientôt, mais j'aimerais qu'on parle de la forêt de proximité. Premièrement, l'expliquer c'est quoi, parce qu'on remonte à loin. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour rapprocher les décisions justement des gens? Bien, au Québec, on appelle ça... écoutez, on a appelé ça... village forestier dans les années 30. On a appelé ça forêt de banlieue, fin des années 60. Banlieue, c'est un peu étrange comme représentation. Dans les fin des années 60, début des années 70. Dans les années 80, c'est devenu la forêt habitée. Et en 2007, l'Union des municipalités du Québec a poussé l'idée ou la Fédération québécoise des municipalités, je pense que c'est plus la FQM, a poussé l'idée de forêt de proximité au sommet sur la forêt. Okay. Mais dans tous les cas, c'est l'idée de confier des responsabilités en gestion forestière à des communautés pour qu'on puisse expliciter les retombées pour les communautés. On est loin du CAF, là, parce que le CAF, c'était décidé par le gouvernement, c'était loin la décision. C'était pour nourrir une usine, nourrir un parc d'usines. Et l'équation, l'idée sous-jacente à ça, c'est que si les usines vont bien, peu importe le groupe industriel, là, par un jeu d'économie, d'échelle, ça va être bien pour les communautés. Je trouve ça le fun parce qu'on voit souvent pousser des forêts nourricières aussi. C'est vraiment directement une forêt de proximité, ça, là. Exactement. Forêt nourricière parce qu'elle nourrit des membres des communautés qui vivent à proximité de ces forêts. Alors là, on a le mot proximité, là, cette idée de développer une économie de proximité. Mais c'est plus que des liens économiques. Parce que quand on parle de bénéfices pour une communauté qui vit à proximité de la forêt, ça peut être cette économie d'usage. Ces lieux de cueillette de bleuets, on parlait de petites chasses tout à l'heure. Donc là, et puis là, on peut parler de la grande chasse, parce que là, c'est évident qu'un orignal, oui, ça a un poids, c'est une expérience de chasse qui, en soi, est très riche. Mais si vous avez un quartier d'orignal dans votre congélateur, ça vous donne une certaine autonomie en termes d'alimentation. Alors, c'est ça, l'économie de proximité. Et on peut aller plus loin que ça. Si ça fournit des sites qui vont permettre une éducation forestière, si ça fait une différence dans le cours de français ou le cours de maths ou le cours de géographie ou de sciences naturelles de l'école primaire, de l'école secondaire, là, on est toujours dans une relation de proximité, mais on voit bien qu'on a dépassé l'économie formelle, l'économie de proximité. On est dans la manière d'habiter les lieux, puis dans le développement de compétences de base chez les élèves à partir du milieu dans lequel on vit. Alors, et que là, peut-être qu'on peut, au lieu de laisser ça au petit bonheur de la chance, mettre en place un système de planification, de gestion qui va fournir des occasions d'apprentissage.
les ingénieurs forestiers, on a un impact sur l'avenir, sur l'environnement, du fait qu'on a beaucoup de décisions à prendre dans le cadre de notre travail. Souvent, on dit un forestier, bon, ça coupe des arbres et puis, ça s'arrête là. Par contre, le métier d'ingénieur forestier, c'est plus que ça. C'est d'être capable d'aménager la forêt convenablement selon les connaissances qu'on a techniques actuelles. C'est la possibilité d'avoir en même temps un domaine qui est scientifique, un domaine d'ingénierie, mais en même temps, c'est de l'ingénierie qui s'intéresse à un milieu naturel. Moi, ce qui me passionne dans mon travail, c'est le bois. C'est de toucher à la matière. C'est une matière qui est vivante, une matière qui est belle, qui est le fun à travailler. Moi, personnellement, ce que j'aime le plus, c'est la diversité. En fait, en ayant un bureau de consultant, on est amené à travailler sur plein de sortes de projets. C'est sûr que ma spécialité à moi, c'est la certification, mais la certification, ça m'amène à travailler dans des scieries, dans des usines de papier, des usines de panneaux. On a aussi tout le volet acéricole, le volet des éoliennes, des chantiers. Bien, écoute, on fait une très grande différence au niveau de la façon dont les habitats fauniques, l'environnement est conservé sur le territoire. Donc, nos tâches sont vraiment d'aller influencer l'ensemble des interventions qui peuvent se passer pour qu'ils correspondent beaucoup plus aux aspirations de la société. Ah, la foresterie, c'est ça, l'environnement, le plein air, les sciences, tout ensemble dans un même package. Étant donné que c'est la seule place au Québec qui donne le bac, bien, il y a plein de monde qui arrive de l'extérieur. Tout le monde est motivé par le cours, est motivé à se faire des nouveaux amis. Si on regarde autour de nous, les amis qui ont fait leur école avec nous autres, c'est rare qu'on trouve des gens qui font exactement le même métier. Après mon deuxième stage ici au chantier, la compagnie m'a offert un poste à temps plein en finissant mon baccalauréat. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'apporter ce que je fais actuellement, là, avec autant de latitude, autant de diversité. On a la chance de voyager partout au Québec. Il y a beaucoup d'interprétations, c'est-à-dire de tout le temps se remettre en question. Moi, j'ai des excellentes conditions de travail, conditions salariales qui sont très avantageuses aussi. Fait qu'en aucun cas, je changerais de travail. Bien là, vous me faites référer à peut-être des initiatives de l'Association forestière, le camp forêt des profs, Viens vivre la forêt, où on emmène des profs, des élèves, justement dans le contexte de la forêt pour qu'ils ramènent ça dans leur classe. C'est intéressant. C'est tout à fait ça. La forêt de proximité, ça a été conçu comme un mode de gestion qui pourrait, on pourrait lui mettre le chapeau là, de forêt communautaire ou de foresterie communautaire. Bon, la nuance entre les deux, c'est que en forêt communautaire, c'est un mode de tenue. Alors, il y a un espace forestier identifié sur une carte, puis les responsables de ça, ce sont des gens qui appartiennent à une communauté. Mais ça peut être aussi une foresterie communautaire où on utilise la grande forêt publique ou des forêts privées à proximité de communautés. Puis là, on explicite la prestation de biens et de services de ces massifs forestiers pour la communauté. Alors, c'est ça la nuance entre les deux. Mais dans les deux cas, ce qu'on veut, c'est expliciter les bénéfices, les retombées pour les communautés dans ces forêts communautaires ou à proximité de ces massifs forestiers de manière à ce qu'ils tirent le meilleur avantage possible de leur localisation à proximité de massifs forestiers. Et là, ça m'amène à la question que je pose à tout le monde. Dans le futur, parce que là, vous avez fait l'étude des TABGIR, tout ça, est-ce que ça vous dit que peut-être que les TABGIR devraient faire beaucoup plus de forêts de proximité, peut-être décider des choses? Est-ce que ça vous amène là ou c'est trop vite? C'est peut-être trop... Ça, c'est un saut quantique. Je pense que ce que vous venez d'identifier, c'est un avenir souhaitable, que les TABGIR aient des responsabilités, pas seulement que pour enrichir la planification, mais qu'ils aient un rôle de gestion. Peut-être qu'on va y arriver, puis peut-être que ça va arriver plus vite que oui, ben, à tout le moins que je le pense. Bon, moi, je suis un vieux forestier, puis là, en vieillissant, on devient conservateur, puis ça m'apparaît une montagne qu'on n'arrivera pas à surmonter de sitôt. Mais peut-être que ça va arriver plus vite que ça. Peut-être que les communautés vont avoir un rôle de gestion explicité, soit à travers une tenure
des forêts communautaires. Bon, en 2007, là, on appelait ça des forêts de proximité. Mais certainement que des communautés ont un rôle à jouer dans la gestion des forêts qui sont à proximité de leur territoire, sans qu'il y ait des forêts communautaires comme telles. C'est quelque chose qui va, je pense, dans un futur peut-être pas si éloigné que ça. Dans les 10 prochaines années, ça serait plausible de voir, par exemple, une corporation paramunicipale gérée par les MRC, ou enfin qui serait logée dans une MRC pour gérer des espaces forestiers. Mais quand leur travail le printemps d'après, ils reprennent de la beauté, ils reviennent, puis il est beau tout l'été. C'est un peu comme ça l'exemple de la forêt dans ma tête à moi. C'est pas vrai que la faune va bien se porter s'il y a que des arbres très hauts, puis avec tout le temps de la forêt mature. Les animaux ont besoin de différents sites pour s'alimenter. Le territoire devient meilleur après la coupe parce que il y a de la jeune repousse, puis c'est le dessert pour les orignaux. Moi, je pourrais parler un peu de la forêt privée. Je sais qu'on a une augmentation du couvert forestier. Quand on est plus en forêt publique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vois pas de diminution, je vois pas d'augmentation. Je pense qu'on est quand même dans une situation stable. Monsieur Bouthier, c'était une rencontre extraordinaire, mais je m'en voudrais en terminant de ne pas vous laisser le mot de la fin. Justement, on parlait du futur de la forêt. Je pense qu'on a fait un bon bout de chemin. Il y a un bout de chemin à faire, mais il faut être positif. Je pense que les gens se parlent maintenant. Les gens, on a avancé, il y a des modèles intéressants. Je pense qu'effectivement, on se doit d'être positif. On se doit d'être positif puis de ne pas se laisser influencer. En termes de structure industrielle, là, les 10 dernières années, enfin depuis 2006, on est entré dans une crise forestière, puis on n'en est pas tout à fait sorti parce que c'est la fin d'un monde. Celui, par exemple, de la grande domination de l'industrie des pâtes et papiers. Ouais. On le sait tous, les journaux, c'est pas version papier, c'est pas promis un brillant avenir, puis que le papier comme véhicule de transfert de l'information dans un monde numérique, je pense pas que ça disparaisse totalement, mais ça aura plus jamais le même poids, c'est ça. Alors, c'est la fin d'un monde, mais c'est le début d'un nouveau monde. La forêt est prodigieusement généreuse. Et dans une perspective d'économie verte, où on s'adapte au changement climatique, où on développe des produits à faible empreinte carbone, la forêt a un énorme rôle à jouer. Mais elle ne le jouera pas tout seul. Elle va le jouer avec des entrepreneurs qui développent de nouveaux produits. On peut penser à la filière bioénergie. On va penser juste à ici. Ben voilà, hein, tous ces produits, c'est ça là, que quand on parle de matériaux bois, on ne parle pas seulement de 2x4. Il y a plein de nouveaux produits à mettre en valeur pour substituer les produits qui nous viennent de la pétrochimie, par exemple. Et là, le Québec est j'allais dire un pays forestier, oui, au sens développement régional. Le Québec, le Canada sont des contrées forestières qui n'ont pas vraiment... Leur avenir est devant eux. La foresterie, l'industrie forestière conventionnelle a permis un essor économique. L'industrialisation du Québec, là, ça s'est fait par la forêt, sous l'Aumergouin, qui a dit, dorénavant, nous serons les champions du monde en production papetière. Bien, ça a fonctionné. Bon, ben là, on est sur d'autres choses, mais les possibilités sont multiples, énormes, et si on met la population dans le coup, et quand je parle de population, j'ai une affection particulière pour les gens qui habitent des communautés forestières, qui fréquentent des communautés forestières, bien là, l'avenir est à nous. Alors, oui, on a vécu depuis 15 ans une fin du monde,
mais c'est pour faire place à un nouveau monde. Et là, les perspectives sont absolument prometteuses, très stimulantes. Et c'est pour ça que j'ai encore, après presque 40 ans d'enseignement, le même plaisir d'amener des jeunes qui, eux, ils veulent construire un nouveau monde, leur dire, vous êtes à la bonne place. Vous êtes conviés à un beau et grand projet. Ben voilà, je savais que vous auriez un beau mot de la fin. Un gros merci, M. Boutier, c'était vraiment extraordinaire. Merci. Au plaisir. Au revoir.